Eh bien, bonjour, bienvenue à tous pour ce webinaire, donc organisé dans le cadre de Drôme Ecobiz en partenariat avec le CIC. Sont présents aujourd'hui Fabienne Charrère, qui est chargée d'affaires à l'international au CIC, et puis Emna, que vous devez voir normalement sur votre écran, Emna Benamor Dimassi, qui est la responsable du bureau à Tunis. Durant cette présentation, donc elle va aborder les différents sujets, les thématiques, ensuite vous donner un petit peu quelques exemples de prestations qu'elle peut apporter aux entreprises qui souhaitent travailler et développer leur courant d'affaires avec la Tunisie. Donc, durant ce webinaire, vous verrez que vous n'avez pas accès enfin, vous ne pourrez pas poser de questions directement. C'est trop compliqué après si chacun intervient. En revanche, sur le côté à droite, vous pouvez poser vos questions, les taper directement à partir de votre clavier. On y répondra à la fin de la réunion, donc n'hésitez surtout pas. Je laisse la parole à Emna et puis à la fin, Fabienne aura aussi un mot ou deux pour clôturer cette réunion. Bonne réunion à tous et Emna, c'est à vous. Merci Marlène. Bonjour à tous. Je vais me présenter d'abord. Donc, je suis Nadim Assi, donc je dirige le bureau du CIC en Tunisie et je fais ce métier d'accompagnement des entreprises françaises pour le groupe depuis maintenant 25 ans. En fait, ma présentation sur la Tunisie, comme l'évoquait Marlène, va évoquer en fait 5 points principaux. D'abord, la partie actualité économique. Le deuxième volet va évoquer les relations franco-tunisiennes, la présence française en Tunisie. Un zoom sur quelques secteurs porteurs. Les questions récurrentes que nous posent nos clients sont souvent liées aux moyens de paiement et la sécurisation. Et puis, à la fin, j'évoquerai quelques exemples d'accompagnement et je serai également à votre disposition par la suite pour répondre à vos questions que vous allez poser par écrit, comme l'expliquait Marlène à l'instant. Donc, la Tunisie, donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 11 millions d'habitants. C'est le plus petit pays du Maghreb en termes de population, donc le tiers ou le quart donc, des pays voisins comme le Maroc ou l'Algérie. Mais un pays, en fait, au niveau des relations françaises, on le verra par la suite, qui réalise en fait un flux d'importation et d'échanges avec la France presque équivalent à ces deux pays. Donc, au niveau de l'actualité, ce qu'il faut retenir, c'est que la Tunisie a finalisé fin 2014 sa transition politique, donc des suites de la révolution de 2011. Donc, une transition politique qui, en fait, a abouti sur une constitution qui en fait, qui a été applaudie au niveau international puisqu'elle a reçu en fait le prix Nobel de la paix grâce au dialogue national qui a permis de converger les vues entre les différentes sensibilités politiques et également une alternance pacifique au pouvoir avec les élections législatives et présidentielles. Donc, au cours de cette période de transition politique, donc qui dure maintenant depuis 7 ans, en fait, donc en 2011, il faut retenir que l'économie tunisienne ne s'est pas effondrée. Effectivement, le pays a dû faire face à quelques difficultés. Économique, bien sûr, avec la baisse de la fréquentation touristique des suites des attentats de 2015, un niveau d'investissement pas assez suffisant et également des finances publiques un peu malmenées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout au long de cette période, le pays a réalisé une croissance économique
d'environ 1,7% en moyenne, sachant que cette année, nous avons réalisé durant le premier semestre de 2018 un taux de croissance de 2,6%. En fait, la reprise est constatée en fait depuis l'année 2017 réellement, avec donc des taux de croissance moyens de 2,5% l'année dernière, et également une reprise constatée dans le tourisme, avec plus de 7 millions de touristes qui ont visité la Tunisie en 2017 et une progression de 17% à fin août 2018 par rapport à 2017. Donc, également, au niveau des investissements directs étrangers, une nette augmentation de 20%, principalement dans les domaines des industries manufacturières et des services. Également à noter que la Tunisie, donc après la transition politique, s'est consacrée à la transition économique et sociale. Vous savez que en fait les principales raisons du soulèvement de 2011 est liée principalement au chômage, et notamment au chômage des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, également pour des raisons d'inégalité régionale. On a en fait en Tunisie toute la face côtière qui représente les 2/3 de la population, qui sont en fait des zones plus nanties en termes de dynamisme économique, et toutes les régions à l'intérieur des terres qui en fait ne connaissent pas le même développement et également sont moins équipées en termes d'infrastructures en général. Donc depuis la fin du cycle des élections, nous avons mis en place un plan stratégique 2016-2020 qui comprend un certain nombre de réformes qui ont été lancées, des réformes au niveau qui ont une vocation économique, également des réformes à vocation sociale. Ce programme ambitieux a concerné la réforme bancaire, des réformes fiscales, mais également la mise en place d'un programme de digitalisation de l'administration tunisienne, à objectif 2020. Le but en fait de ces réformes, c'est également de faire de la Tunisie une destination plus attractive pour les investisseurs, mais également lutter contre la corruption en général et faciliter les démarches administratives pour les investisseurs. Donc, ce plan de digitalisation est aujourd'hui à hauteur de 80% réalisé et on ressent les améliorations aujourd'hui dans plusieurs niveaux, et les progressions vont continuer à objectif 2020. Donc en 2016, le pays également en fait a lancé un programme de projet d'infrastructure avec une conférence qui a réuni fin 2016 plusieurs bailleurs de fonds internationaux, mais également des investisseurs venus d'une cinquantaine de pays, avec des projets dédiés à différents secteurs, notamment des projets dans le domaine du transport, donc tout ce qui est ferroviaire, des infrastructures portuaires, également des projets liés aux énergies renouvelables. Le domaine de l'eau également est un sujet très important pour nous, donc nous avons déjà lancé plusieurs projets dans le domaine du dessalement d'eau de mer. Donc, la première station de dessalement au sud du pays, à Djerba, est opérationnelle depuis cet été, et 4 autres projets seront lancés dans les prochaines années.
Également, il y a quelques jours, on a organisé en Tunisie une conférence dédiée aux projets de partenariat public-privé, des projets PPP, également dans différents domaines d'infrastructure, d'eau et d'assainissement, dans le domaine des déchets solides, dans le domaine énergétique également. Pour ceux qui le souhaitent, voilà, nous pouvons vous mettre à votre disposition la liste de ces projets. Donc, un pays qui, après une transition un peu difficile, est en train de voir un sursaut au niveau économique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que effectivement, le pays doit avancer et donc améliorer à certains points, notamment et des défis qui sont aujourd'hui encore là, les défis de lutte contre le chômage, les disparités régionales, les finances publiques, comme je le disais, ont été malmené ces dernières années parce que le pays a dû consacrer en fait une part importante de son budget pour acheter la paix sociale à travers des recrutements importants qui ont été réalisés notamment en 2012. Également faire face à des demandes légitimes d'augmentation salariale. Il faut souligner que le salaire moyen en Tunisie, il est de l'ordre de 230 € à peu près. Donc, effectivement, des hausses salariales ont été accordées dans la fonction publique et également l'État a dû faire face à des dépenses qui n'étaient pas vraiment nécessaires avant la Révolution, notamment dans toutes les dépenses liées au domaine sécuritaire. Donc, effectivement, les gouvernements successifs en Tunisie ont eu très peu possibilité de marge de manœuvre, d'investir réellement dans les projets d'infrastructure. Et les bailleurs de fonds internationaux, aujourd'hui, en constatant ces améliorations-là, apportent leurs appuis d'une manière plus franche. Donc, au niveau des points forts de ce pays, on peut souligner effectivement une économie assez diversifiée avec aussi bien dans le domaine industriel, dans le domaine des services et également beaucoup d'incitations accordées aux entreprises qui exportent, que ce soit dans le domaine donc des entreprises tuniso-tunisiennes, mais également les entreprises étrangères qui s'installent dans le pays. Donc, liberté d'investir, liberté de désinvestir également. Donc, ces encouragements et ces facilitations aux investisseurs étrangers datent du début des années 70, avec un mode de fonctionnement assez particulier pour les entreprises exportatrices qui fonctionnent en fait comme des entrepôts francs, c'est-à-dire une entreprise n'est pas obligée de s'installer dans une zone franche pour avoir toutes les facilités administratives d'une zone franche. À partir de son statut totalement exportateur, elle va avoir des facilités douanières, fiscales et un corridor logistique dédié. Donc, également, ce qu'il faut retenir, effectivement, la Tunisie a attiré de nombreux investisseurs étrangers depuis le début des années 70. La Tunisie compte plus de 3000 entreprises étrangères en Tunisie. Également, pour des raisons de qualification de main-d'œuvre, le pays a investi énormément dès l'indépendance dans l'éducation, la formation professionnelle et donc la proximité avec l'Europe constitue également un atout important pour ce pays. Donc, un mot sur les relations franco-tunisiennes. Donc, historiquement, la France a toujours été le premier client, le premier fournisseur, mais également le premier investisseur dans le pays. Une première en 2017, la France a été classée
deuxième, donc, mais vraiment de très très peu. C'est dans la place à l'Italie, mais je pense qu'il y a dû y avoir effectivement un épiphénomène qui n'est pas appelé à perdurer. Je pense que effectivement l'échange avec la France vont continuer dans le bon sens. Le volume des échanges varie entre 6 et 7 milliards d'euros. Vous voyez, par exemple, avec l'Algérie, je pense que c'est autour de 8 milliards d'euros pour une population 3 fois et demi moindre. Donc, également, on note une présence importante des entreprises françaises en Tunisie. On parle de 1300 entreprises, filiales d'entreprises françaises qui emploient plus de 120 000 personnes. Ces entreprises, en fait, ont investi dans différents secteurs d'activité. Donc, au début des années 70, c'était plus des secteurs classiques comme le textile, l'industrie des cuirs et chaussures. Dans les années 80, c'était plus des entreprises, des équipementiers automobiles, notamment les fabricants de faisceaux de câbles, mais également par la suite la connectique et d'autres équipementiers également sont venus s'installer suite à des accords entre la Tunisie et les constructeurs, notamment européens, à travers en fait une demande des autorités tunisiennes qui a accordé donc la possibilité aux constructeurs de vendre sur le marché tunisien s'ils arrivent à acheter pour 50% du volume de leur chiffre d'affaires en produits originaires de Tunisie. Donc, ces négociations aboutissent effectivement à l'émergence de ce secteur dès le début des années 80. Donc, nous constatons également la présence de la grande distribution française. Le groupe Carrefour est présent avec un hypermarché qui a été ouvert en 2001, mais également aujourd'hui toute une série de magasins de proximité, de Carrefour Market. Également, nous avons la présence du groupe Géant Casino et également l'enseigne Monoprix. Auchan également est rentré au capital d'une enseigne tunisienne qui s'appelle Magasin Général. Donc, effectivement, cette présence a permis également de développer les échanges avec la France concernant des produits de grande consommation. Donc, j'évoquais tout à l'heure, effectivement, je vais réaliser un zoom sur les secteurs porteurs. Marlène m'a transmis un peu les secteurs auxquels vous appartenez, effectivement. J'essaierai d'orienter par rapport à ça pour répondre peut-être au mieux à vos interrogations. Donc, nous avons un secteur agroalimentaire qui compte plus de 1000 entreprises. Donc la Tunisie, comme vous le savez, est un exportateur mondial. Elle est souvent dans les 3-4 premiers exportateurs mondiaux d'huile d'olive, mais également tout ce qui concerne les agrumes, les dattes. Et depuis peu, de plus en plus d'implantations de groupes européens dans le domaine de la culture maraîchère, notamment des groupes français, hollandais et allemands. Donc également cette industrie agroalimentaire qui débouche sur les différentes filières, que ce soit des viandes blanches, donc un secteur avicole très important, également secteur de transformation de la charcuterie et toute la filière laitière et la partie céréales et sucreries. Au niveau des autres secteurs porteurs, j'évoquais tout à l'heure le secteur des énergies renouvelables qui a connu effectivement le lancement de grands projets
donc lancé par l'État tunisien, mais également sous forme de partenariat public-privé. Donc l'objectif de la Tunisie dans le cadre de la COP 21, donc annoncé dans le cadre de la COP 21, était d'atteindre en 2030 un mix énergétique de 30% issu des énergies renouvelables. Donc ce programme aujourd'hui est bien lancé. On a même dépassé les objectifs en fait intermédiaires, puisque en fait on cible 4000 mégawatts installés d'ici 2030 et nous avons lancé entre 2017 et 2018 des projets qui totalisent plus de 1200 mégawatts. Donc ces projets sont lancés, de grands donneurs d'ordre, des investisseurs les sponsors internationaux ont marqué leur intérêt et ont présenté des offres dans le cadre de ces projets-là. Autre secteur porteur, c'est avec le textile, l'un des secteurs qui en fait le premier exportateur en Tunisie avec le textile et l'agroalimentaire, c'est l'industrie mécanique, électrique et électronique, donc la mécatronique, qui compte aujourd'hui plus de 1000 entreprises installées en Tunisie. Donc un secteur mécanique qui couvre également la partie automobile avec une branche automobile qui compte 230 entreprises. À souligner également la présence d'entreprises qui travaillent pour la branche aéronautique. Donc qui a démarré plus dans les années 2000 et ce phénomène s'est accéléré avec l'implantation de la filiale d'Airbus, donc Stelia, qui fabrique les pièces de fuselage pour la 320. Donc ce secteur également donc, connaît d'autres grands noms comme Somfy, des groupes comme Johnson ou Sagem et connaît également une progression importante. Également, au niveau de la présence et du dynamisme, le secteur du digital constitue également un secteur dans lequel les relations franco-tunisiennes ont connu un développement très important. La Tunisie et la France ont signé il y a quelques années un accord qui s'appelle l'Alliance franco-tunisienne sur le numérique. Ce programme vise à encourager les partenariats tunisiso-français pour aider à créer des sociétés conjointes en vue d'approcher ensemble des secteurs porteurs, des zones géographiques porteuses comme l'Afrique subsaharienne ou le Moyen-Orient. D'importantes success stories ont été réalisées dans ce domaine. Et aujourd'hui, ce secteur représente environ 7% du PIB. Le textile habillement, effectivement, on considère que c'est un secteur classique. Au début des années 2000, avec les accords de libre-échange avec les pays d'Asie sur l'Europe, on fait craindre la fin du textile au Maghreb, mais on constate depuis quelques années un retour des donneurs d'ordre donc dans ce domaine-là, parce que la proximité géographique, la réactivité et un vrai savoir-faire dans ce domaine permet effectivement une meilleure compétitivité des donneurs d'ordre européens. Donc la Tunisie est le 5e fournisseur de l'Europe et le 2e fournisseur de la France dans ce domaine. La plasturgie, donc ça, ce secteur, je parlais tout à l'heure des accords avec les constructeurs automobiles. Ce secteur a connu réellement son essor
c'est-à-dire la spécialisation dans le plastique technique à partir début des années 90, avec l'implantation d'équipementiers automobiles européens qui souhaitaient en fait fabriquer, comme on a démarré dans les composants automobiles avec les faisceaux de câbles, le produit complémentaire, c'était de fabriquer des produits de connectique pour les faisceaux de câbles automobiles. Et donc, il y a un savoir-faire qui s'est créé à partir de là. La Tunisie a investi dans des centres de formation dédiés à ce secteur. Et à partir de ce domaine-là, la Tunisie a pu effectivement recevoir de grands donneurs d'ordre, de grands noms dans les plastiques techniques tels que Plastisé Valoir ou Thomas Plastique. Donc des entreprises qui sont venues s'installer pour se rapprocher de leurs donneurs d'ordre qui sont présents sur le marché tunisien. Des donneurs d'ordre comme les équipementiers automobiles, mais également Sagem, qui fabrique effectivement des composants dans le domaine des télécoms, ou d'autres donneurs d'ordre dans d'autres domaines comme le médical par exemple. Donc, autre secteur porteur qui connaissent également un dynamisme et dans laquelle la collaboration franco-tunisienne est aujourd'hui vraiment à l'ordre du jour, c'est dans le domaine de la santé, l'éducation et la formation. En fait, la Tunisie est également un autre secteur, l'ingénierie. Dans ces trois domaines, la Tunisie essaie de se positionner comme un hub pour travailler avec les entreprises européennes, travailler ensemble sur les marchés de la région, notamment l'Afrique subsaharienne et les pays du Moyen-Orient. Donc, un mot sur les moyens de paiement en Tunisie. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que tous les moyens de paiement que vous connaissez sont pratiqués en Tunisie. Donc, aujourd'hui, le virement simple représente effectivement 70% du volume des moyens de paiement utilisés à l'international. Donc, en fait, ça découle du fait que les entreprises travaillent avec des distributeurs, avec des relations ou des clients ou des relations anciennes et de confiance sont établies. Mais également, on voit le recours au crédit documentaire qui est effectivement le moyen le plus sûr, qui représente aujourd'hui 12% du volume. La remise documentaire également est utilisée dans les entreprises effectivement qui ont des courants d'affaires réguliers. Très peu de lettres de change simples, elles sont souvent adossées et d'ailleurs nous recommandons vivement de les utiliser dans le cadre d'une remise documentaire pour avoir la traçabilité et privilégier le circuit bancaire. Nous avons en fait vu des cas où des entreprises se sont fait payer par des lettres de change avalisées et n'ont pas utilisé le circuit bancaire. Donc même dans ces cas-là, effectivement, il y a des risques de pouvoir perdre ce document ou de ne pas pouvoir se faire payer. Donc, au niveau des garanties internationales, ce qu'il faut retenir, c'est que en Tunisie, comme d'ailleurs dans la plupart des pays du Maghreb, la réémission des garanties de marché doivent être réalisées par des banques tunisiennes. Donc, nous, dans le cadre du groupe, nous avons négocié des tarifs de réémission locaux très compétitifs et nous avons à ce titre un centre de traitement des garanties internationales basé en France, à Lyon, très réactif.
Nous voyons également en termes de garantie le développement continu de l'utilisation de la lettre de crédit stand-by. La SBLC est aujourd'hui utilisée d'une manière assez régulière, notamment par les entreprises qui passent par un distributeur ou un concessionnaire, par exemple dans l'automobile, qui ont des flux réguliers. Donc, ce mode de paiement apporte la sécurité, également la fluidité dans le traitement des opérations. Donc, notre structure en Tunisie, comme je vous le disais, donc, existe depuis aujourd'hui plus de 25 ans. Nous nous accompagnons dans le groupe maintenant depuis une quarantaine d'années nos clients et prospects qui souhaitent se développer à l'international. Nous les accompagnons sur une cinquantaine de pays et en fait, nous répondons aux besoins de nos clients, aux besoins d'internationalisation de nos clients qui sont autour de 3 besoins principaux, développement export à travers la recherche de clients, de distributeurs, d'agents, etc. Nous avons également l'accompagnement dans le domaine du sourcing. Plusieurs clients nous sollicitent pour identifier des fournisseurs dans différents domaines, que ce soit là l'exemple de la culture maraîchère, mais également dans le domaine du digital et dans l'industrie. Nos clients également nous sollicitent pour les accompagner dans le domaine, dans la plantation en Tunisie, qu'ils visent le marché local ou une structure dédiée à l'export. Nous mettons à leur disposition voilà, notre connaissance du tissu économique local et leur permettre également de faciliter leur démarche administrative dans le cadre des implantations, par exemple. Voilà, l'équipe du bureau Tunis, nous sommes 4 personnes multidisciplinaires et voilà, nous travaillons ensemble pour répondre à vos questions si vous en avez. Je vous remercie. Merci Emna pour cette présentation donc très claire qui a permis de voir un petit peu plus large sur le pays, donc les moyens de paiement, les secteurs porteurs, etc. On a une question d'une entreprise qui nous dit: j'ai un prospect en Tunisie qui me dit qu'elle ne peut pas faire de virement. Le seul moyen de paiement autorisé pour elle est le CREDOC ou remise documentaire. Est-ce que vous pouvez apporter comme précision? Voilà, en fait, le crédit documentaire, effectivement, c'est la Rolls des moyens de paiement. Vous le savez tous, c'est la meilleure sécurité qu'on peut avoir pour être payé. Mais il y a encore mieux, ce que beaucoup d'entreprises souhaitent, c'est effectivement d'avoir des paiements d'avance. Ce qu'il faut retenir, c'est que, en fait, le paiement d'avance n'est pas interdit en Tunisie, ce que beaucoup ne savent pas. Ou en tout cas disent qu'en fait, en général, ils disent que c'est interdit, mais il faut savoir que c'est pas interdit. On peut payer un acompte qui peut atteindre jusqu'à 50% du montant de la facture. Un acompte, c'est-à-dire recevoir un règlement partiel avant la sortie de la marchandise de l'entrepôt de l'exportateur. C'est ça ce qu'il faut retenir. Donc, dans ce cas-là, l'exportateur français doit faire émettre par sa banque une caution de restitution d'acompte. C'est le cas. Cette caution a été supprimée pour les entreprises qui vont vendre à un industriel. S'ils passent par un intermédiaire, ils doivent obligatoirement faire émettre cette caution de restitution d'acompte. Donc, les acomptes sont permis à hauteur de 50%, mais souvent, on est confronté à un problème de sécurisation quand le montant de la facture est très, très faible. Voilà, effectivement, le crédit documentaire, en général, on le met en place à partir d'un certain montant parce que, comme vous le savez, il y a des frais fixes. Mais effectivement, quand il s'agit
de petits montants, c'est souvent problématique. Donc, l'acompte de 50% plus le solde avec une traite avalisée, ça pourrait permettre effectivement de solutionner ce problème. Et la question qui découle de ce que vous venez de dire, Emna, c'est dans quelle banque, car sa banque le refuse. Voilà, donc nous en Tunisie, la plupart des banques tunisiennes connaissent ces moyens de paiement. Je suis étonnée, mais si un client est confronté à ce type de problématique, nous pourrions l'orienter vers notre partenaire, principal partenaire. Nous, on travaille en Tunisie avec l'ensemble des banques de la place, mais nous avons une participation au capital de la Banque de Tunisie à hauteur de 34%. Et en fait, on est l'actionnaire de référence dans cette banque et on peut effectivement les assister via cette banque s'il y a des besoins à ce niveau-là. Oui, alors donc dans la suite des échanges, désolé pour les autres participants, la commande fait 8 000 €. Que pensez-vous que je dois demander du coup? Pardon? La question, c'était la commande fait 8 000 €. Que pensez-vous que je dois demander? Et puis après, sinon, on pourra organiser un rendez-vous. D'accord. C'est ce que j'ai dit en fait. C'est demander un acompte qui pourrait être de 4 000 € et le reste, demander une traite avalisée à travers une remise documentaire en fait. D'accord. Mais effectivement, voilà. S'il y a besoin d'introduction auprès d'une banque locale, on est à leur disposition pour le faire. Je posais la question parce qu'on a 2 participants aussi dans le bureau, donc je posais la question à savoir s'ils avaient des interrogations ou pas. Donc visiblement non. Je vois, merci, répond la société à laquelle vous avez répondu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions de la part des participants. Fabienne, vous voulez rajouter un petit mot? Oui, bonjour à tous. Je viens juste en conclusion. Donc, moi, je suis Fabienne Charrière, je suis la chargée d'affaires internationale basée sur Valence. Je travaille en collaboration avec Emna. Si vous avez d'autres questions ou des sujets qui vous préoccupent, vous pouvez toujours, je crois que dans le message, il y aura le lien de Emna, mais vous pouvez aussi me joindre moi au CIC sur Valence. Donc, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Le club CIC, comme l'a dit Emna, une existence depuis 35 ans maintenant. Et il vient uniquement en aide aux entreprises de la région pour les aider à l'international. Donc, c'est notre rôle aussi de vous aider parce qu'on sait que ce n'est pas toujours très simple dans certains pays. Et donc, on se rend toujours en disposition. Emna, je peux l'annoncer ici, vient de temps en temps en région et elle sera présente le 8 novembre sur Valence. Donc, s'il y a des questions qui vous reviennent plus tard, n'hésitez pas à nous contacter. Et merci à tous. Vous pouvez peut-être avancer la page, Emna, la présentation, où il y a vos coordonnées. Ah. Voilà, super. Donc, merci pour trouver pour cette invitation et l'occasion de parler de la Tunisie. Et sachez que voilà, on est à votre disposition quand vous voulez pour si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite. Donc, on retrouve toutes les coordonnées donc, du bureau de Tunis sur cette présentation. Je vais envoyer à tous les participants la présentation. Le webinaire a été enregistré. Je ne vous l'avais pas dit, Emna, désolée. Ça vous met moins de pression. Donc, il est enregistré. Je le mettrai à disposition sur la communauté internationale Drôme et Cobiz. Et puis, vous pouvez déjà réserver pour ceux qui le souhaitent, qui ont des courants d'affaires avec la Russie ou qui envisagent des courants d'affaires avec la Russie. Le prochain événement en partenariat donc avec le CIC, qui est programmé le 28 novembre, avec donc c'est Nikita sur la Russie qui interviendra. Merci à tous pour votre écoute, votre participation. Merci Emna et merci Fabienne pour cette intervention. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt.
Très bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir.